La plupart des jeunes ou même des moins jeunes qui se marient espèrent que leur union sera heureuse et durable. Mais ils savent aussi pour la plupart que les statistiques actuelles prédisent que plus d'un couple sur deux divorcera tôt ou tard, généralement plutôt tôt que tard. Alors, le temps des couples qui durent est-il passé? Y a-t-il un secret qui permettrait à notre vie de couple d'être heureuse, solide et durable? Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous. Il n'y a sans doute pas grand-chose de plus important dans notre vie que de réussir sa vie de couple. Lorsqu'on fait quelques sondages ici et là, c'est toujours dans les priorités maximales de l'être humain pour son épanouissement, pour son bonheur, que de réussir sa vie de couple. Et pourtant, je le disais en introduction, il semble bien que dans notre société, ça devienne de plus en plus difficile. Alors aujourd'hui, dans l'émission Il est écrit, on aimerait pouvoir apporter quelques éléments de succès, quelques secrets pour une vie de couple solide et durable. Mon invité du jour est quelqu'un que je reçois toujours avec plaisir. Je veux parler de Daniel Starenki, auteur et conférencier international. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'un couple solide et durable. Et en préparant l'émission, vous me disiez, cette année, vous allez fêter 50 ans de mariage. Exactement. C'est très beau et on a presque envie de vous demander en commençant, mais quel est votre secret? Bien, disons, le secret, je ne pense pas qu'il y ait de secret comme tel. Certainement pas juste un, il devait y en avoir beaucoup. Parce que j'ai la conviction que de réussir son couple et qu'il soit durable, c'est l'exploit le plus difficile que l'on puisse réussir. Une vie de couple, je compare ça à un sport extrême. Et je pense souvent à ces gens qui se lancent dans des aventures incroyables, incroyablement difficiles. Je pense par exemple à Frédéric Dion qui a demandé à être lâché en plein milieu du Yukon, les yeux bandés, sans nourriture, sans eau, sans tente, avec des outils qui tenaient dans une bouteille d'1 litre d'eau et dont le but était de réussir à retrouver la civilisation en moins de 15 jours. Il a réussi. Il a réussi, mais il a été honnête. Il a souffert de la faim, de la soif, il a eu peur, il a eu froid, il a regretté ce qu'il a nommé par certains temps sa folie. Ça a été extrêmement dur, mais qu'est-ce qu'il a tenu et qu'est-ce qui l'a amené à réussir? Ben, premièrement, c'est qu'il s'était engagé à le faire. Et d'une journée à l'autre, souvent d'un instant à l'autre, d'une nuit à l'autre, parce qu'il n'avait pas de feu, il devait faire son propre feu, pas avec des allumettes ni un briquet. Donc vraiment extrême, extrême, extrême. C'était cette notion de la réussite, du but. Il s'était engagé à le faire et il fallait qu'il le fasse. Et quand on parle du couple, je pense que c'est absolument la même chose. S'il n'y a pas d'engagement à faire une vie de couple, on n'y arrivera pas. Donc parce que les obstacles, les difficultés sont souvent extrêmes et elles viennent très vite et elles peuvent se multiplier de façon exponentielle. Donc ce que vous voulez dire, c'est que trop souvent, quand on démarre dans la vie de couple, dans le mariage, on a l'impression que ça va être quelque chose de merveilleux, relativement facile parce qu'il peut-être y a la passion du début, mais très vite on doit, si vous me permettez l'expression, se coltiner à la réalité qui est aussi faite de difficultés, d'épreuves, d'ajustements difficiles.
Bien, ce sont des humains qui se marient. Et les humains sont des individus à part entière, chacun avec leur passé. On ne se retrouve pas en couple avec son jumeau ou sa jumelle, son frère ou sa sœur, normalement, ni avec un clone, ça n'existe pas encore suffisamment. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qui est totalement différent de nous. Sexe différent, passé différent, études différentes, caractère, comportement. Comment est-ce qu'on va ajuster ça? Et donc, s'il n'y a pas comment dirais-je, une vision du couple, ça ne pourra pas marcher parce que les obstacles sont immédiats souvent et demandent beaucoup, beaucoup de compréhension, d'ajustement. Et justement, il faut se débarrasser de cette notion romantique de l'amour qui, finalement, est bon pour moi, répond à mes besoins, s'occupe de moi, alors que quand on est deux, il faut s'occuper de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas, vous dites qu'il faut se débarrasser de cette idée romantique, il n'y a pas de romantisme pour vous dans la vie de couple? Le romantisme, il y a la réalité de l'amour. Qui peut se traduire à certains moments. L'amour, c'est 1000 gestes, c'est 1000 pensées pour l'autre, c'est savoir répondre à ses besoins. Et puis oui, il y a l'affection, il y a la tendresse, il y a la gentillesse, tout ça, oui. Mais c'est toujours dans un cadre de réalité. C'est qu'on a pu être très, très gentil le matin, c'est de se faire offrir le petit déjeuner et tout ça. Et dans une heure, il y a quelque chose qui arrive et qui demande une force plus grande que juste ces petits gestes pour que la journée continue. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est à ce moment-là que va se jouer vraiment la solidité et la durabilité de notre couple. Absolument. C'est comme je parle de sport extrême. Je veux dire, Frédéric Dion passe une nuit dans l'eau, la saleté, il n'a pas mangé. Et puis il dit « Ah, mais alors, qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai qu'à appuyer sur un bouton. » Parce qu'il avait l'électronique pour le relier, mais il s'en est pas servi. Il dit « J'ai qu'à appuyer et on vient me chercher en hélicoptère, c'est fini. » Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il s'était engagé à ne pas le faire et à réussir. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Donc, on fait des marathons de cette manière, des triathlons de cette manière, on fait de l'alpinisme de cette manière. Et quand arrive le couple, tout ça, c'est évacué. Ça devrait être automatique, ça devrait être tout seul, tout simple, facile. Il n'y a rien à faire. Il faut que ça coule, il faut que ça arrive. Ce n'est pas réaliste. Donc, si vous deviez donner un encouragement, un conseil au couple, le premier que je crois comprendre dans ce que vous dites, c'est que la notion d'engagement et d'engagement à fond parce qu'on veut réussir, on va se donner tous les moyens pour réussir, ça c'est fondamental. Absolument. Tout se fait à partir d'une décision qu'on va garder. Et ce n'est pas réservé aux héros, parce que vous parlez de Frédéric Dion, mais les gens vont dire oui, mais tout le monde n'est pas capable de faire ce que Frédéric Dion a réussi. Non, puis moi je ne le ferai pas non plus. Mais je crois que tout le monde peut avoir comme but de réussir la chose la plus extraordinaire au monde, qui est l'union de deux êtres qui s'engagent à s'aimer à travers toutes les réalités de la vie. On est fiers d'avoir grimpé une montagne sans oxygène, d'avoir failli mourir au sommet, d'avoir été 5 minutes là juste pour voir le paysage, puis de redescendre, avoir des engelures, tout ça, on est fiers de ça. Mais je pense qu'il y a une plus grande fierté à être humain, pleinement. Et le lieu où on peut être vraiment humain, c'est au sein du couple et de la famille. Quels sont, selon vous, les principaux obstacles justement à cette persévérance dans l'engagement, dans la construction ensemble? Pourquoi est-ce que tant de couples aujourd'hui ne vont pas jusque-là? Je pense qu'il y a des obstacles réels. C'est des obstacles que nous entretenons souvent nous-mêmes. Et je pense que le premier, c'est le temps prolongé que les couples passent loin l'un de l'autre. Mon père disait toujours, loin des yeux,
loin du cœur. Et on a une vie qui ne favorise absolument pas le temps passé ensemble. En fait, on passe plus de temps aujourd'hui, souvent avec d'autres personnes, d'autres environnements, que le conjoint ou la conjointe. C'est normal, on passe des heures avec d'autres personnes, on se retrouve le soir fatigué, épuisé, et c'est pas très favorable. Donc, le temps passé loin de l'autre, je crois que c'est un facteur très nuisible pour le... Très nuisible, et c'est un facteur premier. On ne passe pas assez de temps ensemble. Si on considère que l'aventure du couple, du mariage, puisqu'on reprend l'exemple de Frédéric Dion, si cette aventure-là, c'est une aventure majeure qu'on veut réussir dans notre vie, il faut aussi qu'on décide qu'on va y passer du temps. Ah, mais définitivement, parce que sans temps, il n'y a rien qui réussit. Pour s'entraîner, moi, je ne sais pas, à faire un marathon, regardez les heures que les gens y mettent. Ils sacrifient tout pour ça. Ils se lèvent à 4 heures du matin. C'est incroyable. Et pour un couple composé d'humains, on ne fait rien. Probablement que certains auditeurs qui nous écoutent vont se reconnaître à travers leur vie occupée, et on pourrait leur dire, bien peut-être la première décision à prendre, c'est de dégager du temps pour l'autre. Absolument, absolument. Le deuxième obstacle découle du premier. Dans une société hyper sexualisée, hyper érotisée, il y a de plus en plus de couples qui n'ont pas d'intimité sexuelle régulière. Et les chiffres sont faramineux. Je veux dire, aux États-Unis, on rapporte que 20% des couples ont moins d'une relation intime par mois. Et ils ont un nombre assez incroyable de couples, je pense que c'était dans les 2 à 4 millions, qui ont à peine une relation par an. On les appelle les sexless marriages. Et là encore, c'est ironique. Alors que tout semble tourner autour de ça, quand on peut l'avoir, on ne le fait pas. Mais ça découle justement de ce temps qu'on ne passe pas ensemble. Donc, parce que la sexualité, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Ça non plus. Ça se construit dans l'intimité. Et c'est un langage qu'il est très difficile d'acquérir, même malgré toutes les connaissances, tous les films et tout ce qu'on peut mettre devant les yeux des gens. C'est dans la sexualité qu'on est vraiment homme et femme. Et c'est là que sortent les bobos, que sortent les difficultés. C'est un langage qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser, qui demande du temps. Donc là encore, pas de temps, et parce qu'on est fatigué, angoissé, etc. Et on s'éloigne imperceptiblement. Ça, je pense, c'est le deuxième obstacle. On a besoin, en tant que couple, d'une vie sexuelle régulière, et ça se construit en prenant du temps, une activité ensemble. Le temps. Et le troisième point, c'est qu'on ignore volontairement, souvent dans la société, les différences hommes-femmes qui sont radicales. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par là. Bien, on est homme ou on est femme, normalement. Et c'est deux mondes que dans le couple, il faut apprendre à harmoniser, à réconcilier. Et il était un temps où on disait que la civilisation judéo-chrétienne s'était construite sur cette différence radicale de la féminité et de la virilité. Et un grand sexologue, d'ailleurs comment dirais-je, le fondateur de la sexologie moderne, disait que plus on va être homme et plus on sera femme, moins il y aura de problèmes sexuels. Parce qu'en fait, les différences sont là pour se compléter. Pour être complémentaires. Complémentaires. Et je donnais un séminaire il y a quelque temps, et j'assistais au mariage de ces gens-là hier. Et la mariée me dit, vous savez, c'est grâce à vous que je suis mariée. Je dis, comment ça? Elle dit, pour moi, j'étais sûre que pour me marier, il fallait que je trouve quelqu'un qui me ressemblait. Et quand j'ai compris que je ne trouverais jamais cette personne, mais que j'épouserais quelqu'un qui serait totalement différent de moi,
Bien, j'ai accepté cet homme et puis nous nous sommes mariés. Donc là encore, on cherche l'âme sœur, c'est-à-dire la personne qui va être comme nous. Mais ça n'existe pas, ça. Même les jumeaux homozygotes sont différents. Sont différents. Sur le plan psychologique, émotionnel. Donc, au départ, on ne s'attend pas à se retrouver avec quelqu'un qu'il va falloir découvrir, apprivoiser, apprendre à connaître, avec qui il va falloir composer. Et c'est du travail, ça. Ça ne se fait pas automatiquement. Et c'est vrai que les hommes, parfois, disent qu'ils ne comprennent pas toujours les réactions de leurs femmes, et vice-versa. Ben, pas toujours. Généralement pas non plus. Il faut apprendre. Et c'est là encore que vient cette notion de l'investissement qu'on met dans un sport et qu'on ne met pas dans son couple. Il faut maîtriser quelqu'un qui fait du sport, il maîtrise ses mouvements, ses gestes, ses pensées, sa respiration. Il met énormément de travail pour réussir quoi? Quelques moments d'applaudissements, hurrah, bravo, puis bon. Donc ça, c'est un obstacle. On va être avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Je dois prendre du temps pour le connaître, la connaître. Le cerner, l'apprécier. L'apprécier, le servir. Trouver ça formidable d'être avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, parce que s'il était comme moi, on s'ennuierait. On aurait les mêmes défauts, les mêmes problèmes. Là, c'est des défauts différents. Vous comprenez, c'est l'aventure. L'aventure d'être avec quelqu'un qu'on a choisi, qui nous a montré suffisamment d'intérêt pour nous convaincre de son amour. On s'est engagé et là, c'est l'aventure. Où est-ce que ça va nous mener? Et je pense que le quatrième obstacle, c'est qu'on ne reconnaît pas que le couple est un potentiel incroyable d'épanouissement. On est dans une société où on honore l'homme tout à lui, la femme tout à elle. Le développement personnel. Comme oui, et puis le one-man show, maintenant le one-woman show. J'ai fait ça tout seul. C'est moi qui l'ai fait. Mais un couple, ça se fait à deux. Et en combinant ses forces, ses qualités, ses défauts et tout ça, on arrive à faire quelque chose qui est unique. On construit ensemble. Ensemble. Et c'est pour ça que je dis que les antidotes à ces obstacles, bien, c'est découvrir la puissance de la virilité et de la féminité, ces deux mondes, avec leurs qualités, leurs possibilités, leur potentiel, puis qu'on essaie d'unir. Donc, ce qu'on fait, c'est incroyable. Je dis, le deuxième antidote, c'est de voir que l'association homme-femme, ben, c'est le bonheur de la différence. Il y a un bonheur dans la différence. Souvent, on parle des flocons de neige. Sur les milliards et les milliards et les milliards et les milliards de flocons qui tombent depuis des milliers d'années, il n'y en a pas deux pareils. On a fait une émission là-dessus avec l'équipe d'Il est écrit, justement. Bon, il n'y en a pas deux pareils. Et là, chez les humains, il faudrait que pas deux pareils non plus. Tout le monde me ressemble ou que ça ne marche pas. Un homme et une femme, c'est le bonheur de la différence. On s'extasie devant un flocon de neige. Pourquoi est-ce qu'on ne s'extasierait pas devant « il n'est vraiment pas comme moi, elle est vraiment différente ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Chercher à comprendre ça et finalement à s'extasier de cette différence-là. Se réjouir de cette différence complémentaire. Exactement. Ce que je peux apporter à l'autre et vice-versa. Et puis, je dis toujours que le couple est plus grand que nature. Parce qu'en fait, le couple, c'est un tout qui est plus grand que ses parties. Et vous parliez de notre couple à nous. En 50 ans, on a découvert qu'ensemble, on a fait ce qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas été ensemble. Je dis souvent très sincèrement, si je n'avais pas été avec mon mari, je ne serais pas Daniel Starenki. Il m'a amené à écrire, il m'a amené... il a forgé cette personnalité que j'ai et qui me colle très bien. Et ensemble, nous avons fait ce que... On aurait fait autre chose avec quelqu'un d'autre, chacun. Vous avez écrit, vous avez... Mais on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, voyez-vous. Et c'est là, chaque couple a une possibilité unique. Il y a un potentiel de créer une sorte de... De création. Oui, d'entreprise à deux. Voilà, d'une entreprise. Et elle peut être de toutes les dimensions.
de toute façon, ensemble, on fait des enfants qui ne ressemblent à personne d'autre. Déjà, on fait une famille qui est unique. Donc déjà, à ce niveau-là, biologique, c'est totalement différent. On fait des enfants qu'on n'aurait jamais fait autrement, ou avec, disons, avec quelqu'un d'autre. Donc, cette notion du couple plus grand que ses parties. D'où comment dirais-je, cet instinct de chérir son couple. Il est unique. Avec quelqu'un d'autre, je ne ferai pas ça. Je ne pourrai pas aboutir à ces réalisations-là. Donc, ça amène un esprit de protection. Oui, oui, c'est difficile. Oui, c'est impossible. Oui, parfois, on a envie de tout lâcher. Mais... C'est la plus belle entreprise qu'on puisse mener on va mettre ça à zéro. À terme. Ça ne se peut pas, vous comprenez? Donc, et finalement, je dis que le couple, oui, est incubateur de bonheur. Quand quelqu'un a réussi son exploit, il est heureux. Puis ceux qui l'aiment sont heureux avec lui. S'il n'avait pas fait cet exploit, il n'aurait pas ses bravos, ses hurrahs, ses récompenses, ses médailles et tout ce qu'on veut. C'est la même chose avec un couple. Un couple, s'il ne tient pas ce bonheur qu'il incube, ne se réaliserait pas. Et dans un couple, il peut être aussi long que la vie. Et donc créer beaucoup de bonheur. Merci Daniel Starenky de nous inviter au bonheur à travers la persévérance, l'engagement et cette foi dans le fait que le couple est l'une des plus belles créations et des plus belles réussites. Définitivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Sans aucun doute, le couple est l'une des plus belles dimensions de notre vie. Et j'ai envie de terminer cette émission en partageant avec vous un très beau texte que je trouve dans l'épître de Paul aux Romains, où il nous invite justement à la persévérance dans l'amour. Je lis dans Romains chapitre 5, les versets 4 et 5. Nous savons que l'épreuve produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Eh bien, c'est le moment de notre offre de la semaine que nous présente, comme à chaque fois, France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, le livre que tu as entre les mains, France, est dans le droit fil de ce que Daniel Starenky a partagé avec nous aujourd'hui. Absolument. C'est un très beau livre que j'ai beaucoup aimé à découvrir. Ça s'intitule « Savoir aimer ». Le sous-titre, c'est « Le défi du couple ». Et ça porte bien son titre parce que c'est vraiment un livre de défis. Il y a en fait 40 défis à relever à travers ce livre-là. Le fameux 40 défis, 40 jours pour certains. 40 jours, exactement. Et ce qui est agréable, quand j'ai ouvert la table des matières, j'ai reconnu tout de suite 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, détails, etc. Donc, il y a 40 caractéristiques à l'amour et nous sommes invités à les mettre en pratique. Alors, la façon que le livre est conçu et fait, en fait, c'est tout simplement qu'on lit, bon, bien sûr, l'amour est patient. La description se fait en 2-3 pages. Ça se fait rapidement, c'est simple. On explique ce que signifie que l'amour est patient. Et ensuite, à la fin de chaque défi, nous avons le défi du jour. Alors, les auteurs nous donnent un défi et on peut écrire en dessous notre expérience. Alors, on voit à la fin, ça nous dit, l'amour n'est pas déterminé par l'être qui est aimé, mais par celui ou celle qui choisit de l'aimer. Alors, on doit diriger notre cœur plutôt que de toujours l'écouter. Et c'est toute une façon de penser. C'est une approche d'engagement, comme disait Daniel aujourd'hui. Oui. J'ai choisi de m'engager, j'ai choisi de l'aimer, donc je dois mettre en pratique ce beau petit défi. Je pense que pour sauver un couple ou pour aider une famille, ça vaut la peine. C'est un livre qui nous vient d'Europe. Donc, c'est toujours un petit peu plus dispendieux. Il est 32 $, oui. 32 $ plus les frais de poste. Mais je pense que c'est un investissement. Je pense qu'une vie de couple, ça n'a pas de prix.
Non, un très, très bon livre qu'on ne peut que recommander. Oui, oui. Merci, France. Merci. Sylvain, on a aussi une question d'auditeur, plutôt d'auditrice aujourd'hui. Donc, Myriam qui sur nous l'amour écrit. aussi. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que l'amour inconditionnel de Dieu vient avec tant de conditions? Donc, j'aimerais tout simplement répondre à Myriam avec la parole de Dieu. On a plusieurs textes, mais j'ai quand même choisi deux exemples. La question, c'est d'un côté, l'amour de Dieu est inconditionnel. On dit qu'il est inconditionnel, mais alors, pourquoi il y a tant de conditions dans la Bible? Voilà. Donc, on a un texte dans Isaïe 49 qui nous démontre l'amour inconditionnel de Dieu à travers cet exemple-là, cette illustration. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voilà. Donc, Dieu manifeste son amour à travers cette image, cette illustration, comme de quoi chaque enfant qui vient au monde, chaque créature n'est pas oublié de la part de Dieu. Dieu, comment il a manifesté son amour inconditionnel? Mais c'est à travers, finalement, le sacrifice de son Fils. C'est l'exemple le plus extraordinaire. C'est l'exemple ultime de son amour, de sa manifestation. Maintenant, c'est sûr et certain que l'être humain doit quand même répondre à cet amour-là. Donc, comment il va le faire? Il y a un texte juste à côté, justement, dans Isaïe 48, qui nous parle de promesses, mais à quelque part conditionnel, qu'on pourrait dire. Il mentionne au Isaïe 48, verset 17, « Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je t'instruis pour ton profit, je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, au verset 18, « Si tu prêtais attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. » Donc, il y a le fameux « si » qui est là, qui nous interpelle et qui, Dieu nous... Ça, c'est la condition dont parle Myriam. Oui, voilà. Mais c'est pour notre bonheur. C'est Donc, toujours pour notre bonheur. c'est un amour inconditionnel. De toute façon, Dieu est venu sauver l'humanité à travers son Fils, pas basé sur des conditions de notre part. Alors, à ce moment-là, nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter, de recevoir cet amour-là inconditionnel à travers une manifestation de notre foi. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel, il se donne entièrement, mais il a besoin de notre réponse. Voilà. Ce qu'on peut dire en deux mots à Myriam. Merci pour ces deux textes, Sylvain. Parfait. Plaisir. Et si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, eh bien voici comment le faire. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, à vous remercier bien sûr d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau thème. Toute l'équipe d'Il est écrit se joint à moi pour vous souhaiter cette excellente semaine avec au cœur de la semaine ce livre que nous avons besoin de nous nourrir chaque jour. Souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »